mes chers élèves de 3e 5, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant la guerre froide. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la crise de Berlin et notamment la construction du mur de Berlin en 1961, séparant Berlin-Ouest de Berlin-Est. Cette crise, on a coutume de dire que c'est un symbole de la guerre froide. Pourquoi? Parce que avec la construction de ce mur, on a véritablement une séparation physique matérialisée par un mur, une séparation physique entre deux mondes, deux blocs, deux camps. Bien. Ceci étant dit, un rapide rappel de notre plan concernant la guerre froide. Nous avons traité la plus grande partie du chapitre, le bilan de la Seconde Guerre mondiale qui est important pour comprendre la suite, le bornage chronologique, le bornage spatial, la guerre froide. Pourquoi? Les raisons de cette guerre froide, la particularité de cette guerre qui est donc froide. Nous avons répondu également à cette question lors de la dernière vidéo. Cette guerre froide, comment se manifeste-t-elle? Non pas dans le domaine militaire, mais dans d'autres domaines, une guerre idéologique. Et il nous reste à traiter deux grandes crises de cette guerre, la crise de Berlin et la crise des missiles de Cuba. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la crise de Berlin. Regardons notre écran. Alors, j'ai fait un petit schéma pour qu'on comprenne bien les choses. Alors, dans cette guerre froide, deux crises majeures, essentielles. D'abord, les crises de Berlin, parce qu'en fait, nous allons voir qu'il y a eu deux crises à Berlin, celle de la construction du mur, mais pas seulement. Les crises de Berlin au cœur de l'Europe. Donc ces crises de Berlin sont tout à fait symboliques, significatives. D'abord pour une première raison, parce que cette crise a lieu au cœur de l'Europe, en Allemagne, qui a été l'épicentre du nazisme. Et puis, nous verrons la crise des missiles de Cuba en 1962, un an après la construction du mur de Berlin. Cette crise est tout à fait essentielle à comprendre et à étudier parce que, lors de cette crise, c'est la première fois que le monde a tremblé et pour la première fois, on a pensé à l'époque qu'une troisième guerre mondiale nucléaire pouvait être possible, imminente, entre les États-Unis et l'URSS. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux crises de Berlin. La première a lieu en 1948-1949 et surtout la deuxième en 1961 avec la fameuse construction de ce mur. Alors, je vous ai envoyé ce polycope concernant les crises de Berlin. Nous allons revenir sur ces polycopes. Je vous ai mis un certain nombre de cartes parce que la première chose à comprendre, c'est la répartition de l'Allemagne, le découpage de l'Allemagne en zones d'occupation. Souvenez-vous, lors d'une précédente vidéo, nous avions dit que lors de la conférence de Potsdam, en juillet 1945, eh bien, les vainqueurs de la guerre, les Alliés, États-Unis, Royaume-Uni et URSS, décident à ce moment-là que l'Allemagne serait occupée par les vainqueurs avec un découpage en zones d'occupation parce qu'il s'agit de dénazifier cette Allemagne. Voilà comment ce découpage s'est passé. Donc nous avons l'Allemagne, ici, en rouge et en bleu, nous avons l'Allemagne. Eh bien, nous avons ici une première zone d'occupation, une première zone occupée, gérée par l'URSS de Staline. Autrement dit, la partie est de l'Allemagne. L'Allemagne de l'Est, cette zone est gérée par l'URSS de Staline. C'est logique puisque Staline a libéré et conquis l'Europe de l'Est. Donc une première zone gérée par l'URSS de Staline. Nous avons ensuite trois autres
zones. Ici, la France. Alors, je ne peux pas écrire dans l'autre sens. Ici, les USA et ici, le Royaume-Uni. 1, 2, 3, 4 zones d'occupation de l'Allemagne. Sauf que, évidemment, ces 3 zones, gérées par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, en fait, ces 3 zones, en quelque sorte, ne pourraient en former qu'une seule, puisque ces 3 pays, États-Unis, Royaume-Uni et France, appartiennent au même camp, le camp des États-Unis, le camp occidental. Donc, répartition de l'Allemagne en 4 zones. Mais ce n'est pas tout. Si on s'intéresse maintenant au cas de Berlin. Berlin, la capitale de l'Allemagne. Eh bien, pour des raisons géographiques, la capitale, Berlin, se situe en plein milieu, se situe au cœur de l'Allemagne de l'Est, gérée par l'URSS de Staline. Faisons un zoom sur cette capitale, Berlin, ici. Eh bien, il a été prévu également que cette capitale, Berlin, serait, elle aussi, découpée en 4 zones d'occupation. 1, 2, 3, 4. Berlin-Est, la partie Est de Berlin, gérée par l'URSS de Staline, et puis Berlin-Ouest, gérée par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Alors, quand on regarde à nouveau la carte de l'Allemagne, on se dit que Berlin-Ouest, géré par le camp des États-Unis, le camp occidental, se trouve bien seul en plein territoire géré par l'URSS de Staline. En fait, il y avait des routes et des voies de chemin de fer sécurisées qui permettaient de relier Berlin-Ouest à l'Allemagne de l'Ouest. Et ces routes et ces chemins de fer sécurisés permettaient aussi et surtout de ravitailler Berlin-Ouest en nourriture, en matériel, etc., etc. Mais enfin, Berlin-Ouest se trouve quand même bien isolé en plein territoire soviétique. Que se passe-t-il en 1948 ? En 1948, Staline veut chasser les Occidentaux, le camp des États-Unis, de Berlin-Ouest, puisqu'il considère qu'ils n'ont rien à faire ici, étant donné que Berlin est en zone dirigée soviétique, une zone gérée par l'URSS. Et pour cela, Staline va organiser le blocus de Berlin-Ouest. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'il va bloquer ces passages stratégiques, routes et voies ferrées, qui permettaient d'approvisionner Berlin-Ouest. Il va les bloquer. Et à partir de ce moment-là, donc en 1948, Berlin-Ouest n'a plus aucun contact avec l'Allemagne de l'Ouest, plus aucun ravitaillement n'est possible, et donc Berlin-Ouest est en quelque sorte une enclave, un lieu totalement isolé en zone soviétique communiste. Évidemment, la réponse du camp occidental, du camp des États-Unis, ne peut pas être une réponse militaire, nous le savons, et donc le camp occidental, pour approvisionner Berlin-Ouest, va mettre en place ce qu'on appelle un pont aérien. Alors c'est une image, un pont aérien. C'est comme si on créait des ponts de l'Allemagne de l'Ouest jusqu'à Berlin-Ouest par des vols d'avions. Et pendant 1 an, chaque jour, toutes les 2 minutes, des avions vont décoller de l'Allemagne de l'Ouest en direction de Berlin-Ouest pour l'approvisionner en nourriture, en charbon, en matériel, etc., etc. Voilà comment les Occidentaux vont contourner le blocus organisé par Staline. Et en 1949, Staline, voyant que son blocus ne fonctionne pas, eh bien, il va lever ce blocus et dorénavant, les routes reliant Berlin-Ouest à l'Allemagne de l'Ouest
seront de nouveau praticables. Regardons un tout petit document vidéo sur ce pont aérien gigantesque mis en place par le camp des États-Unis. Les alliés de l'Ouest marquant point pour point ont mobilisé pour subvenir aux exigences du ravitaillement de la ville une véritable armada aérienne. Vous voyez chaque jour les quantités astronomiques de matériel et de nourriture acheminées par avion jusqu'à Berlin-Ouest. Oui, on appelle ça un pont aérien. Alors, continuons. À la suite de ce blocus, qui dure de 1948 à 1949, pour Staline, c'est un échec, puisque les Occidentaux ont contourné ce blocus par un pont aérien. Eh bien, Staline libère les voies d'accès, qui permettent de relier Berlin-Ouest à l'Allemagne de l'Ouest. Et à partir de ce moment-là, les trois zones d'occupation, États-Unis, Royaume-Uni, France, vont fusionner. Elles vont n'en faire plus qu'une seule. Et cette partie de l'Allemagne de l'Ouest va désormais s'appeler, en 1949, la RFA, République fédérale allemande. Il n'y a plus une zone d'occupation américaine, britannique et française, plus qu'une seule zone qu'on appelle la RFA, République fédérale allemande. Et la partie gérée, occupée, surveillée par l'URSS de Staline va s'appeler désormais la RDA, République démocratique allemande. Alors évidemment, le mot démocratique nous fait un petit peu sourire quand nous connaissons la nature de ce régime communiste totalitaire. Alors, regardons cette carte qui est un agrandissement de la capitale Berlin. En fait, depuis 1948, que se passe-t-il à Berlin? Eh bien, beaucoup de Berlinois de l'Est qui vivent sous un régime soviétique totalitaire, eh bien, de plus en plus de Berlinois de l'Est passent dans la partie de Berlin-Ouest. Et en fait, 2 millions de Berlinois de l'Est vont se réfugier à Berlin-Ouest. Et une fois à Berlin-Ouest, par les voies d'accès, vont pouvoir rejoindre l'Allemagne de l'Ouest, la RFA. Alors pourquoi autant de Berlinois de l'Est fuient à Berlin-Ouest pour ensuite rejoindre l'Allemagne de l'Ouest? Eh bien c'est tout simple. À Berlin-Est et dans l'Allemagne de l'Est, où la RDA, évidemment, a été mis en place un régime communiste, totalitaire, où sévit une grande pauvreté, où chaque jour, les habitants font face à des pénuries alimentaires, pénuries de toutes sortes. Et en fait, ces Berlinois de l'Est, ils se rendent compte que de l'autre côté, à Berlin-Ouest, dans le camp des États-Unis, la vie est bien meilleure, pas de pénurie, société de consommation, liberté. Et c'est pour ça qu'il y a eu toutes ces fuites de Berlinois de l'Est. Évidemment, l'Allemagne de l'Est, la RDA s'en rend compte, et pour la RDA, il est hors de question de laisser cette situation perdurer. C'est un aveu d'échec. Si autant d'habitants de la RDA et autant de Berlinois de l'Est fuient dans le camp adverse, c'est un signe évidemment de faiblesse. C'est le signe que leur modèle n'attire pas, au contraire qu'il repousse. Et c'est pourquoi, en 1961, la RDA décide de construire tout autour de Berlin-Ouest un mur
qu'on appellera le mur de Berlin, tout autour de la capitale. Alors, cette partie du mur qui coupe Berlin en deux fait à peu près 43 km de long et l'ensemble du mur fait 150 km de long. En quelque sorte, Berlin-Ouest est entouré de murs. Alors évidemment, toujours avec ces routes sécurisées qui permettent de relier l'Allemagne de l'Ouest, la RFA, mais des routes que seuls les Berlinois de l'Ouest peuvent emprunter. Et donc, on peut dire que Berlin-Ouest est totalement clôturé, confiné, bien que le terme soit trop faible dans ce cas-là. Alors évidemment, ça fait à l'époque grand bruit, puisque les Occidentaux s'empressent de dire que la RDA finalement emprisonne sa population, l'empêche de se déplacer, et le camp occidental, le camp des États-Unis, évidemment, ne se gêne pas pour dire que c'est la preuve que le modèle communiste, non seulement il n'attire pas, mais il repousse. Regardons un autre extrait vidéo des images de l'époque sur la construction de ce mur. Berlin que partageait unis le rideau de fer. Voilà. Ce matin-là, Berlin s'est éveillé au bruit des marteaux-piqueurs qui fouaient l'asphalte. Alors là, c'est les premiers jours de la construction du mur de Berlin. On va construire un mur en toute hâte, mais un mur qui sera par la suite beaucoup plus perfectionné. Dans la nuit, le gouvernement tentove pour enrayer l'hémorragie des populations vers l'Allemagne de l'Ouest, qui, en L'hémorragie vers l'Allemagne de l'Ouest, la fuite vers l'Allemagne de l'Ouest. temps, qui avait enlevé 2 millions d'hommes, avait décrété la fermeture des communications entre les deux zones. Et sur 40 km de longueur, ces 40 km par lesquels on pouvait entreprendre. Alors, ça, c'est le premier mur qui a été construit. Il sera par la suite beaucoup plus perfectionné. On aura certains endroits un double mur, des barbelés, des miradors pour surveiller tout ça. Choisir la liberté, la barrière s'établissait. Rue barrée, pont barré, métro arrêté. Alors, évidemment, chaque camp va utiliser une intense propagande. Regardons les arguments des autorités de la RDA qui ont décidé de construire ce mur. Dans un texte que je vous ai communiqué, décret de l'Allemagne de l'Est du 12 août 1961, et dans ce texte, la RDA, régime communiste, justifie la construction de ce mur par le fait que les Berlinois de l'Ouest ou les Allemands de l'Ouest auraient perpétué des actes terroristes, qu'il y aurait des organisations d'espionnage ouest-allemands. On parle d'abuser les citoyens de la RDA. Dans ce décret, la RDA accuse la RFA d'organiser un trafic d'esclaves régulier, parle de politique d'agression et de sabotage, parle de forces revanchardes. Évidemment, tout cela est faux. Et dans le camp adverse, quels sont les arguments? Eh bien, nous allons reprendre les arguments de Kennedy. Kennedy, président des États-Unis à ce moment-là, qui va d'ailleurs venir à Berlin. Nous allons voir les images pour dénoncer ce mur. Et évidemment, Kennedy dit « Le mur fournit la démonstration éclatante de la faillite du système communiste. » Et il dit que ce mur est une offense à l'humanité. Et lors de sa visite à Berlin, nous allons le voir en image en 1963, il fera un célèbre discours où il dira à un moment donné « Ich bin ein Berliner ». Pourquoi cette phrase en allemand et quel est le sens de cette phrase « Ich bin ein Berliner », je suis un Berlinois. En fait, quand il dit ça, c'est un acte de solidarité avec les Berlinois de l'Ouest. Regardons rapidement ce fameux discours de Kennedy lorsqu'il se rend à Berlin-Ouest en 1963. En 1963, Je vais caler. au mois de juin 1963, le président John Kennedy est très à
Donc là, on est à Berlin-Ouest. 400 000 Berlinois se sont réunis pour écouter le discours de Kennedy, venu à Berlin-Ouest manifester sa solidarité avec les Berlinois de l'Ouest. 400 000, soit près d'un habitant sur 5. Voilà Kennedy. Revoyons ça. C'est sur l'un des cartons qui tient en main que Kennedy a griffonné de façon très phonétique les 4 mots Ich bin ein Berliner, qu'il va tenter de bien prononcer dès la 3e phrase de son discours. Today, in the world of freedom, the promise posted Alors, ce qu'il appelle le monde libre, c'est le camp des États-Unis, le camp occidental. Ich bin ein Berliner. Encore une fois. The promise posted Ich bin ein Berliner. Alors, Revoyons ça. évidemment, cette phrase a eu un écho très important, c'est une phrase très célèbre. Imaginez ce président américain qui se rend à Berlin-Ouest pour dénoncer ce mur de la honte, comme le camp occidental l'appelle, et avec cette phrase « Je suis un Berlinois, nous sommes tous avec vous », donc des paroles de solidarité. Alors, pour finir là-dessus, sur le mur de Berlin, pourquoi cette crise de Berlin, construction du mur de Berlin, pourquoi est-ce que c'est un symbole de la guerre froide ou de la bipolarisation du monde, le fait que le monde soit divisé en deux pôles, en deux camps? Eh bien, parce que à Berlin, cette bipolarisation, cette séparation entre deux mondes, ce n'est pas simplement une frontière invisible. Cette séparation, elle est matérialisée par un mur. Cette séparation, elle est physique, elle est palpable. Voilà pourquoi cette crise de Berlin est un symbole de la guerre froide. Il n'y a pas meilleur symbole, pas meilleure explication de cette guerre froide avec cette séparation physique sous forme de mur. Mes chers élèves de 3e salle, je vais vous laisser. Il nous restera une dernière vidéo sur la crise des missiles de Cuba, avec à l'époque la crainte d'une 3e guerre mondiale nucléaire entre États-Unis et URSS. Dédé la grenouille vous salue. Évidemment, nos gestes d'usage, la friction. Nous pensons à notre personnel soignant qui est au front avec un grand courage dans les hôpitaux. On peut penser aussi à d'autres professions, les caissières, qui nous permettent de faire les courses, de nous alimenter et qui peuvent prendre certains risques. Nous pourrons penser aussi aux chauffeurs routiers. Grâce à eux, les magasins sont approvisionnés, sont livrés, etc. Voilà, tous ces petits soldats de l'ombre, de l'invisible, que je tenais à remercier. Prochaine vidéo, mes 3e 5, donc sur la crise des missiles de Cuba. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin de vos